Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode des interviews Scale to Sell. Aujourd'hui, je reçois Fabrice. Salut Fabrice. Salut François. Bon, aujourd'hui, on va parler de Famille Relais que tu viens de lancer, qui n'est pas ta première aventure entrepreneuriale. Je vais te laisser te présenter, nous parler de ton parcours qui mixe corporate et aventure entrepreneuriale. Et puis, on va après faire un zoom sur Famille Relais. Avec plaisir. Moi, j'ai 56 ans, je le précise pour la suite, on expliquera. J'ai une formation HEC, j'ai commencé chez Ubisoft, j'ai fait ensuite toute ma carrière dans l'univers du numérique et du digital parce qu'en 96, chez Ubisoft, j'ai créé le tout premier jeu de course de voiture qui était multijoueur en temps réel sur Internet. Donc Qui après, s'appelait comment? Pod. Pour Et ceux qui un s'en premier souviennent. jeu à avoir la technologie 3DFX Vodou, qui ne parle plus du tout à personne, mais voilà. Mais je me Et souviens des pubs encore à l'époque, voilà. absolument. Et derrière, j'ai enchaîné toute une série de sociétés, soit des startups dans lesquelles je dirigeais des activités Internet, des sociétés, les miennes, où j'ai eu un parcours avec Surcouf, avec la Fnac, avec 1, 2, 3 multimédia à Toulouse, avec surtout une très grosse expérience dans la pharma entre 2009 et 2020, où j'ai créé et puis dirigé le leader européen de l'information pour les professionnels de santé qui s'appelle Univadis et qui a été racheté par WebMD Medscape qui est le leader mondial. Donc ça m'amène à décembre 2020. Puis je suis parti faire d'autres petits projets et depuis un an, je bosse nuit et jour sur Famille Relais et on vient de sortir donc le 10 septembre, donc il y a une semaine, notre application qui est disponible sur les stores iOS et Android. Alors, c'est quoi Famille Relais? Et tu l'as monté avec qui? Alors, Famille Relais, c'est une solution pour aider les aidants. Tous les aidants, partout, les aidants étant les personnes qui soutiennent des personnes vulnérables en lien avec la maladie, la perte d'autonomie liée à la vieillesse, le handicap. Hmm. L'idée, c'est de favoriser la communication et la coordination de tous les aidants au sein d'une cellule familiale élargie. J'ai créé ce projet avec Michael Guez, et pour être tout à fait honnête, c'est plutôt l'inverse. L'idée initiale, le ressenti du besoin venait de Michael, qui est venu me chercher. C'est quelqu'un que je connais depuis très longtemps, depuis Ubisoft. Et il est venu me chercher pour co-construire cette solution. Parce que, en fait, Michael était aidant de sa mère et était un aidant reconnu. Il savait qu'il était aidant de sa mère. Ça lui Hmm. avait d'ailleurs créé un certain nombre de soucis dans son environnement professionnel. Et il est venu m'en parler. Et au fur et à mesure qu'il me parlait de ses problèmes avec sa mère, ça me renvoyait à mes propres soucis avec la mienne. Ça résonnait vraiment très fortement puisque ma mère à l'époque avait un cancer et je l'ai accompagné. Aujourd'hui, Michael est aidant de son père, moi du mien, et on a décidé que tout ce qu'on avait vécu, tout ce qu'on avait reconnu comme faille de communication dans la famille, parce que c'est une crise émotionnelle, parce que c'est compliqué avec des gens à distance, avec des intervenants extérieurs, des professionnels de santé, des gens qui parlent peut-être pas très très bien le français, etc. C'était extrêmement compliqué de se coordonner, de communiquer de façon à avoir un environnement plus simple à suivre pour l'évolution de l'état de santé de la personne vulnérable. Et puis, il y a une grosse pression qui repose sur les dents, en fait, aussi. En fait, il y a une grosse pression qui repose sur l'aidant principal, qui est très largement, majoritairement une femme, donc l'aidante principale, qui agit au sein d'un groupe qui est la famille, qui est un petit peu aveugle quand même à ce qu'elle fait. Parce que, en fait, s'occuper de quelqu'un en parallèle de son job, en parallèle éventuellement de ses enfants, etc., c'est très complexe d'un point de vue logistique, tellement complexe qu'on en a parlé avec beaucoup d'aidants. De plus en plus, cette situation rime avec isolement parce que on s'auto-isole. On a tellement de choses, on n'a plus le temps de demander aux autres. Et les frères et les sœurs qui éventuellement seraient prêts à aider, ben on les sollicite plus. Ou alors quand on les sollicite, ils nous disent bah, pourquoi tu le fais pas. Et c'est fini quand on le demande une fois et on arrête. Et l'aidante principale, moi je vois par exemple, euh, ma sœur m'a dit cet été, ben, je vais accompagner papa dans le sud, ça lui fera des vacances. Je trouvais ça très bien pour mon père, ça m'a fait plaisir. Mais quand j'y réfléchis dans la réalité, c'est quoi? Ça veut dire que ma sœur est allée convaincre mon père, qui a un âge relativement avancé, 86 ans, de quitter son petit confort de chez lui, de faire une valise,
de prendre ses affaires, de ne rien oublier, de descendre dans le sud en voiture parce que l'avion il veut plus, en s'arrêtant régulièrement parce qu'il faut qu'il s'hydrate, parce qu'il faut qu'il se repose, parce que voilà, c'est parce que c'est un homme âgé. Et quand on additionne toutes ces couches, moi de mon côté, ben c'était juste tu descends papa dans le sud. Et c'est ça qui, au final, fait que on fait tellement de choses que on n'en peut plus, c'est aveugle et on finit par craquer. Il y a un aidant sur trois qui meurt avant la personne aidée, tellement c'est une charge difficile. C'est vraiment, il faut se rendre compte, ouvrir les yeux pour comprendre ce que c'est. Et nous, notre approche avec Michael, c'est de réinjecter du collectif dans cette situation qui rime avec isolement. Et si on permet à chacun de voir ce qui se passe et de faire sa part, c'est vraiment le colibri de Pierre Rabhi, et ben, pour les dents principales, ça va être plus simple, ça va lui permettre de se poser, ça va lui permettre de faire collectivement plus de choses plus rapidement et donc avoir un quotidien plus serein. Et c'est pour ça que nous, on dit que Famille Relais, c'est pour transformer le quotidien de tous les aidants. On est bien d'accord que les aidants, dans ce cas-là, ça peut être des professionnels comme des particuliers, et que aussi la personne en dépendance n'est pas forcément quelqu'un qui est en Alzheimer, ça peut être des personnes qui ont un handicap, même très jeunes, Absolument. ou des personnes plus vulnérables. Voilà. Exactement. La personne qui est au centre, c'est une personne qui est vulnérable en raison de l'âge, de la maladie ou du handicap. Mais c'est quelqu'un qui peut avoir toute sa tête. On n'infantilise pas cette personne, on la régit pas. Et on lui autorise à créer complètement son environnement. Enfin, on lui autorise. La plateforme lui permet de créer tout son environnement. Ou alors, au contraire, c'est une personne qui n'a plus exactement toute sa tête ou qui n'a plus une maîtrise des nouvelles technologies. Et dans ce cas-là, c'est son référent principal, son aidant référent, qui va créer ce groupe grâce à la plateforme Famille Relais, qui va s'occuper de mieux gérer le quotidien de cette personne. L'aidant référent, juste pour qu'on soit sûr, et c'est une question très naïve de ma part, euh, ça peut être la personne qui est désignée comme mandataire auprès de la curatelle? Alors ça pourrait, là nous on imagine plutôt que l'aidant c'est vraiment le membre de la famille le plus proche, D'accord? mais parfois il n'y a pas de famille, effectivement c'est un tuteur, un curateur, mais là c'est plutôt dans une optique aidants familiaux sur Hmm. lequel on va rajouter ce que nous on appelle les intervenants externes pour différencier la famille des professionnels et qui vont en fait se coordonner tous ensemble, pouvoir communiquer tous ensemble, y compris par exemple des intervenants externes qui ont des employeurs différents, qui viennent de sociétés de services à domicile qui sont différents. Et aujourd'hui, quand il y a deux employeurs différents, si une personne arrive à 9 heures, qu'elle remarque quelque chose qui se passe pas très bien, et ben, elle n'a aucun moyen de passer l'information à la personne qui va venir à 11 heures qu'elle ne connaît pas, qui exerce un autre métier. Il y a peut-être des post-it sur le frigo ou un cahier de liaison papier sur la table de la cuisine. Encore faut-il que la personne sache écrire en français correctement, avec une écriture lisible, etc. Et quel est le temps, ce qui est rarement le cas. Et du coup, aujourd'hui, bah, cette application, donc tu disais que c'est une application iOS et Android. Euh, il y a une version web, ça se passe comment et comment vous l'avez conçue? Et justement, par rapport à des personnes qui parlent pas forcément français, comment vous en êtes arrivé en fait à structurer cette application? Alors, l'application est développée en Flutter de façon à être iOS et Android facilement. Donc, on a vraiment une expertise technique dans l'équipe qui est personnalisée par Michael, travaille avec des gens avec qui il a travaillé dans le passé, dans d'autres sociétés. Donc, vraiment, on est très solide à ce niveau-là. L'application est nativement multilingue, donc elle va s'adapter à la langue de ton téléphone. Ça fonctionne très bien. Et il y aura une prochaine étape qui est la traduction automatique d'un certain nombre d'échanges pour permettre, D'accord. par exemple, à une dame qui ne maîtrise pas le français écrit de laisser un message disant il manque tel produit dans sa langue. Ça va être retranscrit immédiatement en français ou dans une autre langue d'ailleurs dans l'application et un petit-fils qui est à 200 km va pouvoir commander le produit
sur, sur Internet. Je précise toutefois que pour l'instant, autant techniquement ça marche, autant grâce à mon passé dans l'univers international, j'ai beaucoup de personnes à l'étranger que j'ai sollicité pour checker les traductions qui ont été faites par IA, et il s'avère que c'est pas suffisamment humain. Il y a encore quelques petites choses. Donc, elle est certifiée aujourd'hui en France. Elle marche techniquement aux États-Unis, enfin, pardon, en langues étrangères. Donc, par exemple, aux États-Unis, j'ai déjà des gens qui l'utilisent, etc. Mais la subtilité n'est pas là pour l'instant. Et on doit encore finaliser les terms of use, privacy policy and co, qui varient d'un pays à l'autre. Mais on est vraiment à un pas, c'est vraiment pas loin. Ça fonctionne techniquement. Et vous n'avez pas pensé à inventer votre propre langage pour certaines fonctionnalités? Tu vois, par exemple, j'ai en tête, dans le métier du ménage où je sais que, parfois un chef d'équipe pour communiquer avec, des intervenants, a inventé un langage graphique pour pouvoir, faire des checks ou dire, des choses qui sont à remonter. C'est des choses auxquelles vous avez réfléchi? Alors, non. Ce que nous avons fait, c'est que nous utilisons du graphisme. Par exemple, quand il y a des questions, des tâches ou des choses à vérifier, un rendez-vous qui se passe, nous avons la possibilité de faire un compte rendu extrêmement rapide avec un pouce vers Mmh. le haut ou vers le bas pour dire attention, ça, il y a un problème ou au contraire tout va bien. Dans 80% des cas, la plupart des familles vont se contenter d'un tout va bien. Je suis D'accord. passé voir papa, tout va bien. L'infirmière est passée pour faire les soins, tout va bien. Et il y a les pouces verts qui euh, s'alignent les uns sous les autres et tu es rassuré, tu es à ton travail, tu sais que les repas ont été livrés, tu as un pouce. Et le livreur n'a rien d'autre à faire que d'appuyer sur un pouce. S'il y a un problème ou s'il a envie de mettre plus, par exemple, j'ai vu votre père, il était dans son jardin en train de lire son journal, tant mieux, c'est du plus, ça fera plaisir à tout le monde. Mmh. Mais il n'est pas obligé parce que ça lui prend du temps. À l'inverse, s'il met un pouce rouge, il a aussi la possibilité de mettre un texte, un vocal, pour donner des explications et du contexte. Donc c'est là où on utilise le graphique. Mais on prend des standards, vraiment des best practices du web parce que on veut se développer, comme on dit en bon français, at scale. Donc partout en Europe très rapidement dans l'ensemble des pays occidentaux, et puis le reste en fonction d'habitudes culturelles ou de complexité de langue ou de différents autres soucis tels que des conflits, par exemple. D'accord. Hem Comment ça se passe la communication? Il y a différents profils. Qui sait qui a quelle information? Et est-ce que du coup, les professionnels de santé qui peuvent accompagner la personne en dépendance ont accès à l'application? Alors, quand tu crées l'application, en tant que personne aidée ou en tant qu'aidant, tu Mmh, choisis d'inviter qui tu veux. Et les gens que tu invites, eux-mêmes peuvent inviter d'autres personnes. Chaque d'accord. fois que quelqu'un est invité, on lui attribue un profil qui va lui donner un certain nombre de droits dans l'application, comme par exemple de voir certaines données de santé, le traitement, les médicaments, de voir certains rendez-vous, à savoir que quelqu'un qui n'a pas le droit d'avoir accès aux données de santé, s'il y a dans l'agenda le fait qu'il y a un rendez-vous avec un oncologue, il ne faut pas qu'il puisse voir. Il va juste voir qu'il y a un rendez-vous extérieur. Il n'en sait pas plus. Mmh, De même, si l'infirmière passe, il va voir qu'il y a quelqu'un qui vient à domicile, mais il ne va pas savoir forcément qui c'est, pourquoi, comment. Tout ça permet de respecter vraiment l'intimité de la personne. Toutes mmh, ces informations sont données en fonction de profils qui sont attribués soit par lui, soit par les administrateurs de l'application, qui sont les personnes qu'il a désignées ou les dents référents. On s'assure ainsi qu'il n'y a pas de fuite d'informations. On s'assure aussi que des gens qui ont un accès très modéré à l'application peuvent quand même communiquer avec le groupe sans savoir forcément avec qui ils communiquent. Mais par exemple, la dame dont je prenais l'exemple tout à l'heure, si elle laisse un message disant qu'il manque telle et telle chose ou qu'il y a tel et tel problème, elle sait qu'en communiquant au travers de l'application, elle va communiquer vers des gens qui sont impliqués dans le suivi de cette personne, concernée et qui ont besoin de l'information, mais elle n'a pas besoin de savoir qu'elle s'appelle Pierre-Paul Jacques. Ils n'ont pas besoin de connaître l'adresse, le numéro de téléphone. Il faut qu'on garde une très forte confidentialité des données parce que je ne veux pas, moi, avoir à gérer des conflits entre des sociétés de services différentes, des personnes qui se connaissaient ou qui se connaissaient pas, etc. Donc ça est extrêmement centré de façon à respecter l'intimité de la personne.
Et je précise évidemment que cette application est très stricte d'un point de vue HDS, hébergement de données de santé, respect du RGPD, des contraintes des recommandations pardon, de la CNIL, etc. Donc tout ça vous a empêché de. On comprend le développement sur Flutter et on comprend aussi que vous n'êtes pas parti sur des solutions no-code pour prototyper en fait ce type d'application initialement. Absolument. Vous avez financé comment? Alors, au départ, on a fait appel à notre réseau de Love Money. Hmm. On a souhaité lever de l'argent auprès de Business Angels, qui sont des personnes avec qui on travaille depuis des années. Moi, je suis un jeune entrepreneur de 56 ans. Hmm. Michael est encore plus jeune puisqu'il a à peine 50 ans. Euh, on travaille depuis 30 ans dans le web. Voilà, je connais tout le monde, je te connais toi, je connais plein de gens. Et donc, dès lors qu'on a une confiance de la part de notre réseau, un sujet qui a beaucoup de sens, on a fait appel à des business angels sous un format de ticket de 10 000 euros, ni plus ni moins. On en cherchait 150 et en 3 semaines, enfin, on cherchait, pardon, 150 000 et en 3 semaines, on en a levé 220 000. Malheureusement, ça, c'était en janvier et donc, il ne reste pas grand-chose, mais voilà. On est Vous, sorti, vous donc tout va bien. vous cherchez encore? Alors, on finit une deuxième petite levée. Il y a encore, on cherche encore 50 à 60 000 pour finaliser une levée qui va nous permettre d'obtenir aussi une subvention de la part d'InnovUp Expérimentation, Hmm. car on teste l'application en hôpital. On a des tests qui sont signés avec la PHP, et donc on peut rentrer dans ce processus et bénéficier du soutien de la BPI. Juste pour s'il y a des dirigeants qui nous entendent et qui ont envie de participer, c'est quoi le ticket d'entrée? C'est quelles conditions? Même, même, Appel, condi- Même c'est appel condition à la communauté, exactement ouais. qu'en janvier, à D'accord? savoir c'est des BSAR avec un discount appliqué, un capping qui est clair, c'est transparent. Il reste encore quelques tickets possibles, donc Hmm. si jamais des gens entendent cet appel, je suis Écoute, ouvert. on a de la chance, c'est que le podcast est de plus en plus écouté et je sais que certaines personnes seront sensibles à ce message, en tout cas à la fonction que Famille Relais veut porter. Donc, j'espère que des gens se mobiliseront dans l'audience. Euh, c'est quoi le business model derrière? Parce que ça fait partie des choses qui vont les convaincre aussi. Alors il y a un business model qui est appuyé sur deux jambes. D'un côté, la partie B2C, savoir que en tant que particulier, on peut prendre un abonnement qui va couvrir l'ensemble du groupe, l'ensemble des membres du groupe, et pour 4,99 € tout le monde par mois, tout le monde bénéficie de, de la plateforme. C'est pas forcément notre axe principal, parce que nous, ce qu'on souhaite, c'est pouvoir offrir ce service à tous les aidants, partout et gratuitement. Comment gratuitement? Parce qu'il y a le soutien de l'employeur qui comprend vraiment avec une approche très héroïste que il a tout intérêt à soutenir ses salariés aidants. Les salariés aidants, ça représente 20% aujourd'hui de la masse salariale d'un groupe. Il y a 11 millions d'aidants en France, 60% sont salariés. Hmm. Et un salarié aidant, quand c'est en particulier le salarié, le référent principal, il passe 1 heure et quart par jour à faire des choses en lien avec la personne aidée. C'est par exemple contacter les administrations pour obtenir l'aide APA. C'est accompagner chez le médecin. C'est faire le compte rendu du rendez-vous avec le médecin auprès des frères, des sœurs, c'est appeler tout le monde, etc. C'est s'assurer que les repas ont été livrés, que l'infirmière est passée. Pourquoi l'infirmière elle me dit rien, donc je vais essayer de la recontacter, de lui envoyer un mail, un SMS, un WhatsApp, de l'appeler. Elle répond pas, elle n'a pas le temps. Ça me stresse et tout ça me dévie de mon travail. En plus, je vais prendre 16 jours de congé en plus vis-à-vis de mes collègues, avec des congés sans solde, avec souvent des congés qui ne sont pas des congés, c'est vraiment je m'occupe de la personne et c'est encore plus fatigant. Et donc, si on met bout à bout ces 16 jours de congé, c'est 1 h 15 par jour, sur la base d'une heure de productivité en France de 58 euros, ça fait Hmm. un coût annuel pour un salarié aidant de 21 700 euros.
vous avez, pour donner des chiffres faciles à retenir pour qu'on comprenne, vous avez 20% de vos salariés qui sont aidants. Un salarié aidant coûte 21 700 euros. Donc, grosso modo, à la louche, l'aidance, ça coûte 5 000 euros par salarié en perte de productivité dans toutes les sociétés. Donc, quand vous avez une société avec 5, 10, 15, 100 000 employés, vous faites le calcul. Pour une société de 1000 employés, ça revient à une perte de productivité de 4,3 millions. Moi, ce que je dis, c'est que, et encore, c'est juste en perte de productivité. Parallèlement à ça, vous avez tout ce qui est fatigue, discrimination homme-femme, puisque ce sont souvent des femmes qui sont aidantes, la qualité de vie au travail qui se dégrade, le burn-out, l'absentéisme impromptu qui désorganise la société, parce que on connaît tous cette situation où, excusez-moi, je dois partir, j'ai mon père qui a, bien sûr, t'inquiète pas, on te couvre, vas-y, tellement plus important. Mais dans la réalité, il y a quand même un meeting en présentiel où des gens se sont déplacés, qui sont devenus de banlieue, éventuellement d'un peu plus loin, et vous n'êtes pas là, quoi. Tout ça, donc, a un coût très important. Et nous, ce qu'on propose, c'est de vendre aux sociétés pour 1 euro par mois par salarié, à l'ensemble des salariés. C'est-à-dire que pour un salarié, ça va coûter 12 euros. Et ça rapporte 5 000 euros potentiellement. Donc c'est un ROI qui est assez incroyable, entre guillemets. Et franchement, il y a un intérêt pour les entreprises. On sait qu'aujourd'hui, il y a 20% des salariés, il y en aura 25 demain. On sait que les seniors au travail restent de plus en plus longtemps, qu'il faut adapter de plus en plus et que les seniors sont très très souvent des aidants. Quand on dit qu'il y a 20% des salariés qui sont aidants, combien au-delà de 45 ans, c'est des proportions incroyables. Donc il faut soutenir ces gens-là, les aider à trouver un équilibre vie professionnelle, vie personnelle qui est plus sain, plus serein. Et parce que quand je suis à mon bureau, plutôt que de me préoccuper de savoir si l'infirmière est passée, ben, l'infirmière, elle m'envoie un message juste avec un pouce, dont je parlais tout à l'heure, pour me dire c'est bon, je suis passé. Vous savez qu'elle est là, qu'elle est venue pour faire les soins. Si elle vous dit que c'est bon, ça veut dire que tout s'est bien passé. Et vous êtes serein, vous pouvez rester focalisé sur votre réunion. De même, si demain je dois accompagner papa chez le médecin et puis mon employeur, une réunion fait que je peux plus, au lieu d'envoyer des messages dans un groupe WhatsApp, d'essayer d'appeler les uns les autres, ben juste dans l'application d'un simple clic, je dis je ne peux plus accompagner papa, qui peut? Et tout ça va permettre donc de faire collectivement les choses plus simplement, plus sereinement et plus rapidement. Et donc, l'employé va être plus tranquille et plus présent à son travail. Et c'est vraiment, on a des sociétés qui entendent vraiment cette vision très holistique de l'employé, qui pose pas son cerveau et sa vie perso en arrivant à 9 heures du matin et le récupère à 18 heures. Hein. Vous avez tous entendu cette phrase. Ouais. Mais vraiment, l'employé, il est tout à la fois aidant, parent, enfant, etc. Donc il faut avoir une conception holistique et l'aider dans tout son parcours de vie. Question d'ailleurs, l'aidant, il a un statut juridique particulier aujourd'hui en France? Oui, il y a des compétences, soft skills qui éventuellement sont reconnues. Il y a la possibilité de se faire rémunérer par l'État à hauteur de 5,09 € de mémoire par heure. Bon, oui, il y a des choses qui existent. Maintenant, on va dire que c'est pas forcément à hauteur du problème et c'est mieux que rien. Voilà. Et c'est une avancée sociale. Je pense que c'est comme les vacances. Ça a pris du temps pour arriver à 6 semaines plus 12 jours de RTT. Que tout le monde n'a pas. Et que tout le monde n'a pas encore. C'est quoi votre ambition derrière? Comment tu jugeras que Famille Relais a atteint ses objectifs? Alors nous, notre volonté avec Michael, c'est vraiment de créer une société qui soit responsable et rentable. C'est-à-dire que c'est parce que nous sommes rentables que nous pourrons nous développer au niveau mondial et aider un maximum de gens. Et si on fait ça dans une approche qui est vraiment la plus responsable possible, c'est-à-dire de garder des coûts qui sont vraiment le plus bas possible et qu'on a la possibilité d'enrichir notre application avec de plus en plus de fonctionnalités qui vont simplifier la vie des patients, alors je pense qu'on pourra se dire que ça marche bien.
Maintenant, le besoin est le même partout. Le, la nécessité de comprendre et de mettre du collectif est le même partout. Donc c'est aussi une question d'engagement, de traction, de voir comment les gens l'utilisent, parce que c'est un nouveau service. Aujourd'hui, nous ne sommes pas garantis de la traction en termes d'engagement. On a fait un bêta-test avec 300 personnes qui nous ont dit que ça répondait aux besoins des aidants, que c'était vraiment très bien. Mais avec tout le respect que j'ai pour mes bêta-testeurs, je sais aussi qu'on les a traités extrêmement bien. C'était des VIP. Pour nous, on leur envoyait des emails 3 fois par jour. Chaque fois qu'ils avaient un petit souci, ils revenaient vers nous. Enfin, on revenait vers eux, pardon, immédiatement. Voilà. Donc, c'était des gens, d'une part, qu'on connaissait pour la moitié, d'autre part, qui étaient totalement inconnus. Au bout de 3 mois de bêta-test, c'est que des gens connus. Je connais toute leur vie et ils se sont épanchés à juste titre sur plein de sujets. Donc, je vais attendre les prochains mois pour vérifier. Ce qui est sûr, c'est que le besoin, il est avéré. Il n'y a aucun doute là-dessus. Ce qui On est, connaît tous quelqu'un qui est aidant, connu ou inconnu. Tu l'as dit tout voilà, à l'heure, quand, la prise de conscience du fait qu'on soit aidant, elle n'est pas évidente. exactement. Et comme on ne le sait pas nous-mêmes, on ne le sait encore moins pour notre collègue. Mmh. Comme on a un collègue qui est étranger, qui est impatrié en France, c'est génial, il profite de la gastronomie française, le bon vin, le fromage, on est super content. Ce qu'on oublie souvent, c'est que ses proches à lui, ils sont à l'autre bout du monde et qu'il s'inquiète et qu'il n'a pas forcément de nouvelles, etc. Donc comment on fait pour que tout ça se fluidifie? C'est pas évident. Mais handicap, maladie, grand âge, vraiment on est tous concernés, tous à un niveau, un autre, on a tous une petite part à faire. Et en termes de distribution, donc tu parlais de l'entreprise, vous Oui. avez envisagé des canaux indirects à un moment ou à un autre? Alors, j'ai déjà des partenaires qui vont proposer l'application sur leur plateforme. On espère pouvoir l'annoncer dès le 6 octobre, le 6 octobre étant la journée nationale des aidants, qui va être aussi D'accord. la date où on officialise un certain nombre de partenariats B2B. Et voilà, on va convaincre un certain nombre de partenaires de les pousser. A priori, il y en a 2 qui sont déjà sur une voie très avancée. Et ce qui est intéressant, c'est de voir je dis qu'on a des discussions avancées avec eux. On n'est Mmh. pas en négociation avancée. On n'est pas en train de se poser la question de savoir le prix, la marge. Voilà, tout le monde se dit c'est un produit dont tout le monde doit bénéficier, donc on va le pousser. Et les discussions qu'on a avec les gens sont extrêmement positives. Maintenant, il y a beaucoup de grandes sociétés, ça prend du temps, c'est des cycles de décision qui sont C'est de la vente complexes. corporate. Voilà, donc il faut savoir aussi être patient. Comment on peut t'aider aujourd'hui en dehors de participer au tour de financement? Qu'est-ce que vous recherchez comme aide ou comme ressources pour, accélérer sur Famille Relais? Alors moi, l'aide principale, c'est celle que tu es en train de m'apporter là tout de suite maintenant, c'est de la visibilité, à Mmh. savoir que j'ai besoin de rendre ce service visible pour que des personnes avec des noms connus, des personnalités publiques, des acteurs s'emparent du sujet. Moi, je suis tellement touché par ce projet vraiment dans mes tripes que j'en dépasse ma timidité naturelle. Et par exemple, il y a de cela 3 mois, j'étais dans un train qui revenait d'Auvergne. Il y avait une équipe d'acteurs de tournage qui était dans le train. Il y avait Virginie Ledoyen qui était au milieu. Je suis allé la voir, ce que je n'aurais jamais imaginé faire pour un autre métier, pour un autre sujet avant. Elle m'a écouté. Elle a pris 5 minutes pour écouter. Elle a, voilà, me dit si jamais, bon, l'application n'était pas sortie, donc c'est difficile de s'engager. Mais si jamais des gens, en plus, Elie Semoun, Samuel Le Bihan, enfin on connaît tous ces personnalités, ces acteurs qui ont un lien direct avec des personnes vulnérables, qui ont communiqué. Je donne le nom parce que on le sait. Je veux dire, c'est une notoriété publique. Si ces gens-là entendent l'appel et relaient l'appel, nous, on a la chance d'avoir Olivier Goy, que vous connaissez tous, avec la maladie de Charcot, qui a relayé notre information sur le lancement. Enfin, c'est extraordinaire. Je veux dire, je, j'aime que des gens qui, évidemment, ont autre chose à faire actuellement
que Pousser Famille Relais, ben, s'implique le fond. On a Romain Jubert qui sort le magazine Vieux, que vous devez connaître. Si vous ne le connaissez pas, il faut absolument aller l'acheter, avec Decaune, qui nous a poussé dedans, qui a fait un article parce que c'est un sujet qui le touche, parce que c'est quelque chose qu'il faut faire connaître. Donc, tout ce qui me permet d'être visible, moi ou bien sûr Michael ou Famille Relais, voilà, c'est ça notre aide principale. Qu'est-ce qu'on peut attendre des pouvoirs publics sur ce sujet, en fait? Alors, j'ai contacté la ministre du Travail, ou j'ai essayé de la contacter, mais c'est difficile. En plus, vous comprenez bien Elle qu'on va est dans une changer. situation un petit peu complexe actuellement, Lundi, tu devras contacter quelqu'un d'autre, probablement. probablement. Hier soir, j'étais à une réunion où il y avait un ancien ministre du Travail. Hier midi, j'étais avec un ancien député. Donc, on essaye de faire connaître. Maintenant, les pouvoirs publics, ils ont déjà mis en place la Journée nationale des aidants, c'est-à-dire qu'ils ont attiré l'attention sur ce sujet. C'est déjà une part importante parce que quand, quand on commence à comprendre ce que c'est que les aidants, alors on peut prendre conscience de l'aide. Il y a vraiment, je le répète, il y a un aidant sur deux en France qui ne sait pas qu'il est aidant. Dès lors que les pouvoirs publics mettent l'accent sur ce sujet, ben, ça va permettre à des gens de prendre conscience. Et quand on prend conscience, alors on peut se tourner vers des ressources. Il y a des associations comme la Caravane des aidants, la Boussole des aidants, les Amis des aidants. Enfin, vous tapez le mot aidant sur Internet, vous trouvez vraiment des ressources de très grande qualité qui vont vous permettre de prendre du recul sur votre situation, de respirer, d'apprendre, de comprendre. Vous avez bien évidemment une application comme Famille Relais qui va vous permettre aussi de gérer votre quotidien. Mais c'est comme quand vous êtes malade. Une fois qu'on a posé le diagnostic, ben on sait réagir, on sait prendre le dessus. Et c'est exactement ça. Plus on va parler de ce sujet, plus les gens vont en prendre conscience, plus on va être capable aussi de mettre de la bienveillance dans cette approche. C'est plutôt, vous voyez la scène de la machine à café le matin. Il y a deux personnes qui arrivent, il y en a une qui est exténuée parce qu'elle est allée au concert de Rock en Seine, elle est crevée, mais elle a la pêche, elle rigole, elle a plein de choses à raconter. Et à côté, il y a la même personne qui est épuisée, qui a le même âge, hein, qui peut avoir 25 ans, parce que il y a 16% des étudiants qui sont aidants, donc on peut être aidant à n'importe quel âge, mais sauf qu'elle est tout aussi fatiguée, mais elle fait un petit peu la tête, elle est plus renfermée. Pourquoi? Parce qu'elle, vendredi soir, elle a pris sa voiture, elle a fait 400 km, elle est allée chez ses parents, elle a fait les courses, elle a fait le ménage, elle a nettoyé le frigo. Voilà, vous avez compris. Quand on arrive au bureau et qu'on n'est pas forcément attentif à la souffrance au travail que peuvent connaître d'autres, ben on va avoir, nous, tendance petit à petit à s'éloigner, à exclure la personne qui a l'air fatiguée, qui n'a pas l'air d'être présente, qui est pas dans le fun. Viens, on va prendre un pot post-travail, on va boire une bière, etc. Je comprends. Est-ce que au niveau justement des personnes indépendantes, parce que je pense en fait à deux trois personnes autour de moi qui peuvent être en dépendance, qui ont pas forcément le réflexe de faire appel à des aidants. Comment, parce qu'il y a une certaine pudeur, parce que, compte tenu de leur âge, ne s'estiment pas forcément en dépendance. Comment on peut les sensibiliser justement au fait de s'appuyer sur leur écosystème? Alors, je crois que les communes font beaucoup de choses à destination des aidants. Euh, je vais prendre l'exemple de la ville de Courbevoie où Famille Relais est basée. Ils nous aident beaucoup dans la communication parce qu'ils font beaucoup de choses en direction de toutes les institutions sociales de la ville. Ils ont envie d'aider, ils ont envie de pousser. Il faut essayer de moderniser un peu tout ça. D'autres institutions publiques essayent de développer de la connaissance et de la reconnaissance. Je pense que c'est ces messages-là qui vont permettre d'atteindre des personnes qui sont un petit peu en dehors, pas encore dépendantes, donc elles n'en ont pas conscience, mais qui à un moment s'en approchent. Et autour de nous, moi je parle beaucoup à des gens qui me disent ah ben mes parents, non non ils sont pas encore dépendants, mais ils vont le devenir. Donc ça veut dire aussi que le dialogue est en place et avec des journées comme la Journée nationale des aidants, et ben c'est l'occasion de parler, de communiquer dans les médias, etc. Et de petit à petit. Mais j'ai envie de dire c'est comme d'autres sujets sur la diversité, sur
des discriminations hommes-femmes, sur les viols, qui font que on n'en parlait pas du tout. Avant, tout était normal et que maintenant, il y a des sujets qui ont pris corps, qui sont entendus et on regarde des réflexions qui se faisaient il y a 20 ans en disant mais comment c'était possible. Bon ben voilà, je pense que c'est clairement un sujet sociétal. Ça s'inscrit dans la responsabilité des entreprises. C'est les dispositifs RSE, tout ça. Ça prend du temps, mais petit à petit, ça va infuser et diffuser dans la société. Je comprends. On termine toujours ce podcast par un petit questionnaire improbable, donc je vais te le faire passer. Il faut juste que je le trouve sous les yeux. Je ne retrouve plus mon onglet. Ça arrive toujours donc, comme ça au mauvais moment, mais bon, voilà. Est-ce qu'il y a un sujet que tu aurais aimé qu'on aborde avant de passer à ce petit questionnaire? Non, non, je crois qu'on a balayé beaucoup de choses. C'est toujours, je le répète, une histoire humaine avant tout. C'est toujours quelque chose qui vient d'un accident de la vie. Et ben, plus on en parle, plus on pourra faire de la prévention et pas attendre l'accident. Mmh. Alors, pour ce petit questionnaire improbable, t'es plutôt thé ou café? Café, Si Famille Relais pouvait parler, quel serait son mot préféré? collectif. Si tu pouvais embaucher un super-héros pour faire la promo de Famille Relais, qui choisirais-tu? Spider-Man parce qu'il crée des liens. Ah, deuxième fois dans la journée qu'on me dit Spider-Man. Entretien. Alors, si Famille Relais était une chanson, ce serait quelle chanson? Je suis vraiment très mauvais en chanson. Bon, J'ai alors tu pas vas fait. utiliser ton joker. Joker. Bon, on va passer dans un autre sujet. Quel est le plat le plus bizarre que tu aies pu manger dans un repas d'affaires? Je ne saurais pas dire ce que c'était, mais c'était en Chine, sur avec MSD, Merck & Co à l'époque, sur une belle table en bois tournante et des plats tournés. On était vraiment obligé de se servir. Et j'ai mangé quelque chose, je ne sais pas ce que c'est, mais j'en ai un. Mais c'est pas le pire que j'ai mangé. Le pire que j'ai mangé, c'est volontairement en Irlande quand j'ai mangé du requin. D'accord, Du requin sous forme de snack quand on n'est pas habitué, pas prévenu, pardon, c'est très bizarre. Du requin fermenté, je déconseille fortement. d'accord, fermenté, ok. Si tu devais créer une mascotte pour représenter Famille Relais, elle ressemblerait à quoi? Une bulle, Une bulle? parce que c'est la bulle qui entoure la famille, qui est étanche au reste du monde, parce que les données ont pas, c'est confidentiel, ça n'a pas à communiquer, donc il y a tout dans la bulle et c'est protecteur. Est-ce que tu es plutôt lundi matin ou vendredi soir? Lundi matin, Est-ce que tu es plutôt McDo ou gastro? gastro. Quelle est la chose la plus bizarre que tu aies dans ton bureau? Ça sera la dernière question et pas de joker cette fois. Alors si je regarde autour de moi, c'est Ah, une vache en plastique qui n'a pas vraiment sa place à faire dans un bureau, mais que j'aime beaucoup, j'aime bien les vaches. bon. Si tu étais en Auvergne cet été, on le comprend. Tu as dû en voir quelques-unes. J'ai quelques vaches dans mon entourage. Bon, si des auditeurs souhaitent te contacter, que ce soit par rapport à un levée de fonds ou simplement pour se renseigner sur Famille Relais, à quelle adresse doivent-ils te contacter ou par quel canal doivent-ils venir Alors, vers toi? très simplement, sur notre site internet famillerelais.com, il y a un lien canal, il y a un lien contact, pardon, pour la partie B2C ou la partie B2B, selon si vous êtes une entreprise ou un particulier. D'accord. Eh ben, écoute, je le mettrai dans les liens de l'épisode. Écoute, Fabrice, je te remercie beaucoup pour ton temps. Je trouve que c'est un très beau projet et j'espère que il va se développer et que beaucoup de personnes vont prendre conscience de leur statut d'aidant et surtout aussi se décharger grâce à vous. Mais vraiment, merci François de cette mise en lumière, de ce partage, parce que plus on est, à nouveau je le répète, on est tous concernés. Donc si on fait notre part,
tous, tous, tous. Ça grandira et ça aidera énormément de gens. Merci. Et un jour, on risque de se retrouver en position de dépendance et on sera heureux de vous avoir. C'est une statistique intéressante. On sait tous inconsciemment qu'on peut devenir dépendant à un moment ou un autre. On sait tous qu'on a un accident de la vie qui est possible. Mais ce qu'on ne sait pas, c'est qu'on a 5 fois plus de chances statistiquement de devenir aidant. Parce que tout notre entourage peut devenir dépendant. C'est vrai. Voilà, prenez soin de vous. Prenez Merci soin d'eux. beaucoup, Fabrice. À très bientôt. Ciao, merci François.